Bonjour. Alors, la doc, c'est jamais évident. Je vois que ça va pas, motiver tout le monde. Il y en a qui ont préfèrent aller voir, l'IA. C'est intéressant aussi, on va en parler quand même un peu d'IA. Donc, heu, moi je viens de Alma. Il y a des gens qui connaissent Alma? Ouais, ça commence à être connu un peu. Alma, donc, c'est, une entreprise qui a 6 ans désormais. C'est du paiement fractionné, et c'est utilisé aujourd'hui par plus de 16 000 marchands dans 10 pays. Hem, il y a quelques références que vous connaissez. La petite différence qu'on fait nous, sur le paiement fractionné, c'est que, on essaye, de ne pas aller vers le surendettement et de ne pas pousser à la surconsommation. On a une politique qui est assez ferme là-dessus. On est une scale-up, 6 ans, comme je vous disais, une équipe technique de 60 personnes, plus, la partie product, donc ça commence à faire pas mal de monde. Donc ça fait pas mal de monde qui écrit de la doc et qui lit de la doc. Avec, donc, en gros, on va dire 5 ans d'historique de documentation, ça commence à faire beaucoup de choses et il y a un moment où la doc, elle est peut-être pas au niveau qu'on attend et on avait un ressenti auprès des utilisateurs qui était, pas très bon. On avait des utilisateurs qui nous disaient: «J'arrive pas à trouver, les infos que je cherche, la doc, est pas mal, mais c'est pas fou». Alors à partir de là, on s'est posé les questions et on a fait une analyse, pour, voir, effectivement dans quel état était notre doc. Est-ce qu'elle était obsolète? Est-ce que les fichiers, étaient à jour? Est-ce qu'on était exhaustif? Comment la doc était écrite? On s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait de la marge pour améliorer les choses. On a fait des entretiens avec les développeurs pour comprendre ce qui les dérangeait dans la documentation, comprendre ce qu'ils attendaient de la documentation. Et là, il y a eu 2 choses, qui sont sorties. La doc est pas facile à utiliser, on a du mal à trouver l'info qu'on cherche et il y a un deuxième point auquel je m'attendais pas, la doc est pas simple à écrire. Alors bon, on le sait que les développeurs, c'est pas forcément simple pour eux d'écrire de la doc, mais là, il y avait un vrai problème et il fallait qu'on trouve une solution. On a mis en place un plan d'action et on s'est penché, enfin, on s'est posé les questions: comment écrire de la doc technique? Alors, bah, pour un développeur, c'est pas très compliqué, vous lui dites: «Tiens, tu viens de bosser un mois sur un projet, écris-moi la doc». Qu'est-ce qu'il fait? Ben, soit il reste devant une page blanche et il vous file pas grand-chose, soit il est motivé et il vous écrit 50 pages, d'une traite et là, bah, débrouillez-vous avec. Voilà, plein de petits bouts de papier, plein de notes, plein d'idées, mais c'est pas forcément utilisable. Alors, il y a différents types de documentation. Hem, Chez Alma, on a des docs sur les process de recrutement, des RFC, du suivi de projet. Je vais pas du tout vous parler de ça aujourd'hui. On va vraiment parler de doc technique. La doc que vous allez lire sur internet, pour comprendre comment fonctionne un projet. Une doc qui peut être publique, privée, mais on va vraiment parler de la documentation d'un logiciel. Alors il y a deux concepts au niveau de la doc. Il y a la doc aspirationnelle, c'est ce que j'imagine, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est qu'est-ce que je ferai plus tard, voilà, c'est comment je vais faire mon projet. Ça, on va le mettre de côté aujourd'hui. On va surtout s'intéresser à la doc informational, c'est les faits, ce qui a vraiment été développé. C'est pas ce que j'imagine développer, c'est vraiment, comment ça marche une fois que c'est fini. Alors, où est-ce qu'on écrit la doc, chez Alma? Historiquement, on avait de la doc, dans GitHub, dans des markdown, et on avait de la doc dans Notion. Alors effectivement, on est resté sur cette dualité en se disant que finalement, la doc qui était dans GitHub, s'il y avait besoin qu'elle soit proche du code et que ce soit plus facile de mettre à jour la doc en même temps que le code, on laissait la doc dans GitHub et si on a des docs plus transverses, on peut les mettre dans Notion. Alors, on s'est penché sur les frameworks Diataxis. Il a été créé en 2017 par, Daniele Procida, qui fait partie de Canonical. Heu
Et c'est un framework qui a été pensé pour les lecteurs. Ce qui est important quand même, c'est de penser à son public, à qui on s'adresse, et il faut que le lecteur puisse trouver son compte facilement. Et donc ça, c'était très intéressant dans notre cas. Alors on a 2 axes. On a un axe qui est orienté, plutôt, apprentissage des savoirs et mise en application des savoirs, et puis un autre axe qui est orienté, vers des actions et tout ce qu'on peut, tout ce qui est cognition, tout ce qui est, de l'ordre de la connaissance. Et ça va nous donner 4 types de documents. On a des tutoriels qui vont être de l'apprentissage pur, des how to guide qui vont être des listes de tâches, des explanations qui vont aider à la compréhension et des références qui vont aider à l'information globale. Alors on va les détailler. Les explanations, globalement, c'est un peu ce que vous allez mettre souvent en introduction. C'est un peu, le début de votre document, c'est pour expliquer le contexte. Pourquoi est-ce qu'on a développé cette feature? Pourquoi est-ce qu'on a, choisi de prendre tel lib plutôt que tel lib, tel outil, pourquoi on a architecturé de cette manière-là? C'est le genre de documentation que vous lisez une fois et puis ensuite, ça reste dans le coin de votre tête, vous n'avez pas forcément besoin de la relire régulièrement. Heu, En général, on s'en rappelle assez bien, on n'a pas besoin d'y retourner. Si je fais un petit lien avec, la cuisine, imaginez une discussion entre 2 cuisiniers, qui parlent de cuisine, qui vont parler de physique, de manière de faire. Ça reste très global, ça peut aborder plein de sujets. On est vraiment dans un espèce de flou, mais on précise, on essaie de préciser un peu tout notre contexte. Le tutoriel, le but, c'est d'apprendre des choses. Imaginez que vous ayez besoin de faire une requête avec Postman. Bah, le tutoriel, il va vous expliquer, de A à Z, comment faire une requête avec Postman, dans quel, champ, je mets quelle valeur et sur quel bouton j'appuie, comment je règle mes paramètres. Ça, c'est du tutoriel. Appliqué à la cuisine, imaginez que vous apprenez à faire la cuisine à un enfant, heu, il ne va pas devenir cuisinier en 2 heures. Par contre, vous allez lui apprendre à casser des œufs, à peser de la farine, à mélanger. Vous allez juste lui donner envie, en fait, de recommencer. Il aura juste envie de réessayer et la fois d'après, il saura déjà casser les œufs, il apprendra autre chose et petit à petit, il va gagner en confiance. C'est tout à fait le but du tutoriel, c'est de gagner en confiance. Alors ensuite, on a les how to guide qui sont pas très éloignés, mais la différence, c'est que là, on veut vraiment, réaliser une action. Comment est-ce que je me connecte à la prod? Comment est-ce que, j'imprime, quelque chose? Là, on est vraiment, enfin typiquement, la prod est tombée, comment je la relève? Sur quel bouton j'appuie? La différence avec le tutoriel, c'est que là, on est vraiment dans une action répétitive qu'on va pouvoir refaire, régulièrement, qu'on va pouvoir laisser le how to guide quand on part en vacances et notre collègue va être capable de réaliser les mêmes actions parce que le how to guide sera très précis et documentera toutes ces choses-là. Appliqué à la cuisine, forcément, c'est une recette. Si je vous donne les mêmes ingrédients et que je vous donne la même recette, logiquement, vous faites tous le même gâteau, à peu près. Si vous ne le faites pas suffisamment bien, c'est que vous n'avez pas fait assez de tutoriels et que vous maîtrisez pas forcément, les bases. Et là, c'est une autre histoire. Donc voilà, là, c'est la recette. Évidemment, la recette, on va l'améliorer en permanence. On va se rendre compte que finalement, 40 minutes, c'est trop pour la cuisson. Il vaut mieux mettre 35 et le jour où on part en vacances, ben, il y a des tutoriels à jour. Les références, bah, c'est un peu ce que vous connaissez avec une doc d'API, avec un Swagger, par exemple. Là, l'idée, c'est vraiment de, montrer, tous les paramètres qui peuvent exister, toutes les fonctions qui peuvent exister et en fait, quand les how to get vous suffisent plus et que vous avez besoin d'aller plus loin encore, et ben, vous allez pouvoir aller chercher le petit paramètre, qui va tout changer et qui va répondre à votre besoin. Si on se base, toujours sur l'analogie, culinaire, pensez à un article d'encyclopédie, qui va détailler, la culture, du basilic. Bon, bah, par exemple, le basilic, je ne sais pas si vous savez, mais quand on le cueille la nuit, il est meilleur et il a plus de goût. C'est pas utile pour faire une recette de cuisine, mais ça peut être sympa pour faire une super recette de cuisine, pour être chef étoilé et pour pouvoir, aller encore plus loin que la recette de base. Alors, chez Alma, forcément, on était en transition, on avait notre historique, donc on a aussi flagué des documents, notre diathexis, pour dire ceux-là, ils ne sont pas à jour, ils ne sont pas encore migrés.
il va falloir les réécrire au format diataxis. Là, l'analogie, elle est vite faite, hein. Vous avez tous les ingrédients, vous avez déjà tout le contexte, mais il va falloir revisiter la recette et refaire quelque chose de neuf à partir de l'ancien. Alors, il va falloir structurer cette doc. On a 4 types de documents, ça va bien nous aider. On va structurer ça avec des landing pages qui vont être, mettons, tutorial, how to guide, référence, explanation. Parce qu'à un moment, si je dois si je dois faire une procédure, j'ai pas besoin d'aller lire tout. J'ai juste besoin d'aller chercher dans les how to guide et de trouver celui qui m'intéresse. On a mis deux niveaux d'architecture qui nous permettent du coup de classer tout ça et de les retrouver assez rapidement. Et on peut atterrir du coup sur la doc directement par les landing pages, directement par les pages de niveau 1 ou par les pages du coup dédiées au format diataxis. On peut structurer de plusieurs manières. On peut structurer soit mettre les tutoriels, et puis alors j'ai le tutoriel pour tel type d'utilisateur, pour tel type d'utilisateur, pour tel type d'utilisateur, ou alors, dans l'autre sens, dire pour tel type d'utilisateur, voilà les tutoriels, les how to guide, les références, les explanations. Ça après c'est à voir, et potentiellement nous on peut utiliser les deux parce que il y a des gens qui ont besoin d'une manière de rentrer et il y a des utilisateurs qui ont besoin de l'autre manière de rentrer. On s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à un consensus que il y a des gens, les gens ne réfléchissent pas de la même manière, donc il vaut mieux leur fournir ces deux manières d'arriver dans la doc, comme ça plaît au plus grand nombre. Alors après, pour les pages intermédiaires, bon, bah, vous voyez, vous avez des pages, typiquement, on va pouvoir on va pouvoir présenter un peu, contextualiser un peu ce qu'on fait, éventuellement chapitrer un peu pour dire bon, bah voilà, là j'ai tous les how-to guide qui vont parler des moyens de paiement, tous les how-to guide qui vont parler des serveurs, et on va pouvoir organiser ça du coup de manière quand même à rendre ça un peu propre. Le nommage des documents, bon, ça c'est après. Si, c'est la bonne. Comment nommer vos documents? Ben, soyez simple, clair et efficace. Comment écrire un bon tutoriel? Pourquoi on a choisi PHP 6? Voilà. Il y a plein de choses qui sont importantes. Il faut quand vous voyez le nom du document, vous sachiez ce qu'il y a dedans. J'ai vu des fois des trucs, des documentations qui s'appelaient documentation marchand. Bon, ben, ça m'aide beaucoup. Je sais que c'est pour le marchand, a priori, enfin, j'espère. Mais je ne suis pas aidé, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Là, typiquement, j'ai 4 types de documents. Pourquoi nous avons choisi PHP? Typiquement, c'est contextuel, c'est une explanation. Comment écrire un bon tutoriel? C'est un tutoriel. Comment se connecter au serveur de prod en FTP? Là, on est vraiment dans l'action, on est sur un how-to-guide. Et les différents types diataxis, eh ben là, on est dans la description, c'est une référence. Mais vous voyez qu'à chaque fois, c'est très clair. Et quand je vois mon type de document, je sais ce que je vais trouver dedans. Alors, pour aider les développeurs, on a aussi mis en place des templates parce que la page blanche, ça fait peur. Donc, pour chaque type de document, on a écrit au moins un template. Alors, nous, on a mis des codes couleurs. Quand c'est rouge, c'est une explanation. Bleu, c'est un tutoriel. Jaune, c'est un how-to guide. Et vert, c'est de la référence. Et vous voyez que d'ailleurs, pour les références et pour les how-to guide, on a choisi d'avoir deux templates différents. Parce que, suivant ce qu'on écrit, on n'a pas forcément besoin du même template. Au passage, les templates sont complètement optionnels. Chacun peut partir d'une feuille blanche s'il a besoin et peut modifier les templates comme il veut. C'est juste un guide pour aider, mais on n'est pas obligé de les respecter. Côté, on a un exemple. Vous voyez qu'il y a quelques indications. Les blocs gris, là, c'est juste pour donner des indications, pour aider un peu, pour guider. Et le développeur, quand il arrive devant ça, finalement, au moins, il sait où aller. Il se dit, voilà, je commence, j'y vais. Le gros avantage pour le développeur, c'est aussi que comme on découpe en plein de petits documents, que finalement, je ne lui demande pas d'écrire 50 pages, je lui demande d'écrire des how-to guide, une explanation, une référence. Il peut organiser son temps et se dire lundi, je fais l'explanation, mardi, je fais 2 tutos, et puis peut-être que 3 mois après, on se rend compte qu'il manque des how-to guide. Eh ben, on va en rajouter d'autres. Mais on peut comme ça avancer sur la doc par petites tâches et aller à l'essentiel et vraiment à ce qui nous intéresse, plutôt que de faire des pavés énormes. Alors, des guidelines, forcément, il a fallu en ajouter parce que les développeurs étaient un peu perdus, ils ne savaient pas forcément comment réagir toujours face à leur doc. Donc, dans les bonnes pratiques,
s'affiche pas comme il faut. Ouais, c'est pas dans l'ordre. Donc maîtriser son audience, savoir à qui on s'adresse. Quand je fais une doc, publique ou privée, je vais pas forcément avoir le même ton. Je vais pas forcément, définir les termes de la même manière. Si, je vous parle de serveur LDAP, c'est pas un problème. Si je parle de serveur LDAP à des commerciaux, ils ont besoin d'un peu plus d'explications pour comprendre ce que c'est. Donc potentiellement, peut-être que, je peux avoir, plusieurs explanations avec, plusieurs niveaux d'explication en fonction des gens qui vont lire cette doc. On va appliquer des règles également, donc les règles forcément, lire de la doc pour voir comment c'est fait, pour la comprendre. Respecter les règles d'écriture, d'orthographe, ça peut paraître évident, mais tout le monde n'y fait pas tellement attention. Le formatage et la ponctuation, c'est intéressant. Typiquement, vous voyez sur une liste à puces, bah, on est censé, normalement, mettre des éléments de même type. Vous voyez que là sur ma liste à puces, j'ai 4 verbes, j'ai 4 actions. Hem Ça aide à la compréhension, en fait, le fait d'avoir le même type. Bon, c'est plein de petits trucs, hein, forcément, c'est pas le but aujourd'hui, mais ça fait partie des points, qui sont importants à respecter. Donc les outils, donc pour l'écriture, le wiki, pour les graphiques, Mermaid et Draw.io. Le gros avantage de Mermaid intégré à Notion, c'est que, bah, au moins les sources, elles sont directement dedans. Avec du diagramme as code, ça aide vachement. Et puis, bah, faites attention à vos sources effectivement, pas perdre les sources. Avec Draw.io, c'est pareil, vous pouvez intégrer votre source dans le SVG et du coup, quand vous mettez le SVG dans la doc, la personne qui veut l'éditer, elle a juste à le réintégrer dans Draw.io et elle peut éditer le document. Ça évite, d'avoir à refaire le doc parce qu'on ne sait pas qui c'est qui a la source, il est parti depuis 3 ans. Voilà et un peu de méthodologie donc, pas hésiter à revenir sur sa documentation régulièrement et trouver un coauteur, et des relecteurs. Quand on fait une doc, elle est pas forcément, parfaite du premier coup et il vaut mieux du coup, avoir quelqu'un qui est capable de vous aider, de vous donner son avis. La relecture, dans Notion, typiquement, quand vous mettez un document, dans un wiki, vous pouvez définir les auteurs et vous pouvez, définir une date de validation du document, enfin de validité. Donc vous pouvez dire: «Ce document-là, il est valide 6 mois». Donc comme ça, au bout de 6 mois, vous avez une notification et vous pouvez retourner voir votre doc, le relire et vous dire: «OK, il est toujours à jour, je le revalide pour 6 mois». Forcément, maintenir la documentation, ça veut dire aussi nettoyer, ça veut dire enlever les docs qui sont plus à jour. Enfin, soit les mettre à jour, soit les enlever si elles sont plus nécessaires. Ça sert à rien de garder des choses, comme ça, c'est coûteux quand même la doc, hein, ça prend du temps. Pas hésiter à réécrire, réorganiser les contenus pour toujours avoir quelque chose d'utilisable. Relire régulièrement, mettre à jour la date de révision comme je vous disais. Pas hésiter à commenter pour poser des questions à l'auteur. Dire: «Voilà, j'ai pas compris, c'est pas très clair, est-ce que tu peux préciser?» et pour qu'il lui puisse mettre sa documentation à jour. Être à l'écoute forcément si on vous fait des commentaires. Et du coup, complétez votre doc. L'avantage de DirectAxis, c'est que vous allez vite vous rendre compte, bah, tiens, j'ai déjà fait 4 documents de 3 types différents, mais finalement, peut-être qu'il manque encore un type ou peut-être qu'il manque un how-to et en fait, vous allez pouvoir compléter 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard et ça va s'enrichir au fur et à mesure. Donc définir les mainteneurs, forcément, il faut toujours avoir, quelqu'un qui soit responsable de chaque fichier, heu et idéalement plusieurs personnes. Ça permet de faciliter les départs, ça permet de s'approprier les documents plus facilement. Mais c'est important de savoir qui écrit les docs et qui les maintient. Et puis, bah, surtout mettre à jour les how-to. Parce qu'un how-to qui est pas à jour, bon, vous êtes parti en vacances, c'est tranquille, mais le gars qui doit remonter le serveur avec un how-to qui est pas à jour, où il manque une étape, et ben, bon courage. Bien évidemment, documenter la documentation. Heu, enfin, moi, ça me paraît évident, mais là, si je vous laisse, juste la petite présentation vite fait, je vous dis: «Débrouillez-vous», c'est pas gagné. Ce que j'ai fait, du coup, chez Alma, c'est que, j'ai écrit des explanations pour expliquer qu'est-ce que c'est Diataxis, qu'est-ce que c'est une explanation, qu'est-ce que c'est un how to guide. J'ai écrit des how to guides pour dire comment écrire un bon tutoriel, comment écrire une bonne référence, comment ajouter un diagramme dans un document. Et ça aide beaucoup les gens quand ils ont une question. En général, enfin, ils me la posent, je leur dis: «Bah, va voir dans la doc, c'est dans la doc» et puis si ça y est pas, bah, je le rajoute. Comme ça, le coup d'après, on a les bonnes infos. On a forcément
la référence vers Diataxis. Donc, il y a un site qui s'appelle diataxis.fr qui explique tout le concept vraiment dans son ensemble. Donc là, ça permet d'aller encore plus loin que la connaissance rapide qu'on peut apprendre avec CO2 Guide. Et donc, le résultat, c'est que depuis 1 an qu'on travaille sur ce projet, dans la dernière année, on a plus de 300 documents qui ont été créés. Et 300 documents, ça représente plus de la moitié des documents qu'on a dans l'engineering. C'est assez intéressant parce que on avait beaucoup de documents. On ne savait pas si c'était exhaustif, on ne savait pas si c'était suffisant, mais on se rend compte que depuis qu'on a mis en place Diataxis, vous voyez qu'il y a eu une adoption. Alors, vous voyez la partie avant les barres rouges, c'était les docs qui étaient écrits à cette période-là. Les barres rouges, c'est moi quand j'ai écrit les docs pour expliquer comment fonctionne cette documentation. Donc forcément, moi j'en ai écrit beaucoup. Alors je l'ai mis en rouge pour qu'on se rende compte que ça fait quand même un certain volume, cette documentation de la documentation. Et surtout, bon, je voulais pas fausser les stats et voilà, ça c'est mes docs à moi. Mais vous voyez quand même l'adoption et vous voyez quand même que derrière, il y a vraiment des périodes où il y a beaucoup de documentation qui ont été créées. Et encore, là, j'ai enlevé même une autre partie parce qu'on a eu un besoin d'écrire beaucoup de docs dans un cadre légal. Et donc en 1 mois, on a explosé encore plus que ça. Mais c'était vraiment très spécifique. Mais voilà, 300 documents quand même par une équipe de 60 personnes, ça fait quand même une moyenne de 5 documents par personne. Il y a des gens qui en ont écrit 70 dans l'année. Mais finalement, il faut vous dire qu'un document, vu qu'on a séparé en différents types un document, potentiellement, c'est souvent, très souvent, 1 page à 4, voire 2-3 pages. Mais souvent, c'est 1 page. Donc c'est rapide à écrire. Alors la suite, la suite, ça va être de l'IA, parce qu'on a beau avoir tous ces documents, il va falloir quand même aller chercher dedans. Alors je vous disais qu'on avait des documents sous Notion, des documents sous GitHub. Vu qu'ils sont tous sous format Diataxis avec la même architecture, aujourd'hui la documentation qui est sous GitHub, on la build avec un outil de manière à en faire un site web et qu'elle soit accessible. Demain, les prochaines étapes, ça va être de merger cette documentation-là avec la documentation qu'on a sous Notion, de manière à avoir une doc unifiée. Et comme on a les mêmes niveaux 1, les mêmes niveaux 2, le même typage Diataxis, on aura une belle doc unifiée. Cette doc unifiée, on est en train de faire des essais aujourd'hui. Il y a un outil qui s'appelle Dust, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet d'utiliser différents LLM et on peut lui définir des sources. On peut lui demander d'aller piocher dans telle source bien précisément. Et du coup, il ne va pas vous crawler tout Google. Il est juste limité à vos sources. Donc quand vous lui demandez quelque chose, il va vous donner les bonnes infos. Il va directement trouver dans votre documentation ce qu'il a besoin. Et en fait, si vous êtes capable d'avoir des titres de documents faciles à lire et faciles à comprendre, l'IA, elle va les comprendre aussi beaucoup plus facilement. Donc finalement, pour améliorer la qualité du résultat de la recherche, vous avez besoin d'écrire des documents de manière très précise. Et les tests qu'on a faits sont vraiment concluants. L'IA nous sort vraiment des résultats qui sont très pertinents parce qu'on a un spectre assez limité. Et donc, du coup, on arrive à trouver les bons résultats très facilement. Vous remarquerez au passage que tous les petits graphiques qu'il y a là sont tous aux couleurs d'Alma, dans la charte d'Alma. Ils sont un peu étranges, celui-là, il est pas magnifique. J'ai fait tous les graphiques du doc avec un outil d'IA aussi qu'on teste en interne. Il a un prompt qui lui permet de comprendre que, qu'il faut les couleurs d'Alma, qu'il faut un certain style de graphique et tout ça. Et en fait, j'ai généré tous les éléments graphiques de la présentation avec cet outil-là qu'on est en train de tester et qui nous permet justement facilement de pouvoir décorer, j'allais dire, mais décorer nos présentations, nos documentations
de manière facile et rapide. On n'a pas besoin de faire appel à un graphiste. Donc, bon, si vous voyez à un moment une table avec 3 pieds, c'est pas le graphiste qui a oublié, hein, c'est l'IA. Malheureusement, elle hallucine quand même pas mal. Mais voilà, on arrive quand même à faire des trucs plutôt sympas pour avoir une documentation qui soit plus sympa à lire. Alors, je vous ai parlé d'Iataxis, Python, Canonical, Kubernetes, MDN. C'est des exemples de mise en place de Diataxis. Ils ne le mettent pas forcément en avant, on ne le sait pas. Mais finalement, quand on va dessus et qu'on regarde, finalement, on retrouve bien les catégories. Dans l'esprit du créateur de la doc, on devrait avoir que ces 4 types de docs-là. On remarque quand même que dans les mises en place, souvent, il y a ces 4 types. Et puis, des fois, il y a d'autres catégories, il y a d'autres manières de classer, il y a d'autres. Vous pouvez avoir d'autres chapitres qui peuvent compléter. Moi, je suis assez partant pour garder effectivement que ces 4 types-là. Je trouve qu'en général, ça suffit. Et, on va à l'essentiel. On a nos 2 axes et on sait tout de suite quel type de doc on doit écrire. Et du coup, je termine plus en avance que je pensais, mais du coup, j'ai du temps pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Oui, merci pour la conf. Une question peut-être sur la partie management ou évangélisation pour les équipes. Est-ce qu'il y a eu besoin de faire quelque chose ou des conseils pour que tout le monde s'y mette? J'imagine qu'au départ, c'est du changement, donc tout le monde râle, personne n'a envie de le faire. Mais quels sont d'après toi les trucs qui déclenchent et ensuite c'est le cercle vertueux, la doc devient bien et du coup tout le monde a envie de contribuer? Alors, au sein de l'équipe d'Evix, il y a des sondages qui sont faits très régulièrement pour savoir ce qui va pas, ce qui marche pas dans les outils, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Est-ce que vous avez besoin d'IA avec Copilot? Est-ce que les outils correspondent bien? Est-ce que la doc est bien? Et pourquoi est-ce qu'on a fait cette analyse de la doc? C'est que la doc, c'était le point qui était le plus mauvais. On avait 25% de satisfaction. Et donc, on était très loin du résultat. Donc, en partant de si bas, on avait forcément déjà une belle marge de manœuvre, mais on avait surtout des gens qui étaient motivés pour que ça bouge. Donc, quand on leur a présenté la solution, effectivement, moi j'avais beaucoup travaillé en amont pour préparer ça, pour théoriser tout ça. Et derrière, la présentation que je vous ai fait là, elle est plus en retour d'expérience, mais je l'ai faite à chaque équipe. Et je ne l'ai pas fait à 100 personnes d'un coup. Je l'ai fait par petits groupes de 10 personnes, de manière à pouvoir justement échanger et avoir un résultat qui soit optimal. Et finalement, ça a beaucoup plu. Les gens se sont beaucoup pris au jeu. Alors après, comme je vous disais, il y a des gens qui ont fait 70 docs, ça veut dire qu'il y en a qui en ont fait que 3. Tout le monde n'a pas encore le réflexe. Et puis après, bon, ça dépend aussi des actions que chacun fait, hein. Il y a des gens qui potentiellement ont besoin moins d'écrire de la doc. Mais au bout de 3 mois, on était remonté à 50% de satisfaction. Et 3 mois plus tard, on était à 75% de satisfaction ou 79, hein, dans ces eaux-là. Donc globalement, les retours ont été très bons. Mais côté conduite du changement, forcément, c'est du boulot. Forcément, il a fallu que moi, je repasse derrière et que je dise: «Attention, tel document, ils ne sont pas encore migrés d'Iataxis, il faut les réécrire, il y a des gens qui sont venus, qui m'ont dit: «Ben, j'arrive pas, je sais pas». Alors, on a fait du pair documenting. On a pris le document et on a dit: «Bah, là, tu vois, toute cette partie-là, typiquement, c'est une explanation. Cette partie-là, c'est plutôt du how to. Cette partie-là» et en fait, on a redécoupé les documents et finalement, voilà, il y a de la réécriture aussi, hein, mais ça a aidé à mettre le pied. Heu, Globalement, j'ai personne qui m'a dit: «Le nouveau système, c'est moins bien qu'avant». Forcément, enfin, avant, c'était juste, vous avez des feuilles blanches, écrivez, quoi. Donc forcément, enfin, il y a plutôt une bonne adoption. Moi, clairement, c'est un système que j'adore. Ça permet vraiment de savoir où on va, de ne pas se poser de questions. Finalement, le résultat fait que c'est beaucoup plus facile avec l'IA de trouver les résultats, donc ça, c'est génial. Mais ça aide surtout beaucoup les développeurs à savoir ce qu'ils doivent écrire. Et puis, c'est beaucoup plus motivant pour un développeur si tu lui dis: «Tiens, aujourd'hui, tu me fais un how to guide, tu prends un quart d'heure, tu fais une page A4», il sait faire.
Il va aller vite et puis le lendemain, vous lui demandez autre chose et puis petit à petit, on se prend en jeu puis on refait très rapidement de la doc. Merci Martin, c'était super intéressant. Tu parlais de la doc GitHub qui était buildée et ensuite mise en ligne sous forme de site. Ouais. Avec quoi et comment vous avez géré du coup la navigation, le menu, la hiérarchie en fait de tout ça? Parce que tu parlais de double présentation, soit tous les tutoriels, soit comment faire Ouais. avec toutes les catégories. Là, comme ça, j'ai plus en tête le nom de l'outil. Il me revient pas. Mais globalement, c'est un builder de documentation. Donc en gros, on crawl les fichiers Markdown et ça génère du coup les différentes pages. Ça génère plein de choses automatiquement. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu dans le template, mais systématiquement, en bas de page, j'ai une partie pour aller plus loin. Et en fait, là, on a une liste d'explanation, une liste de références, une liste d'outto, une liste des tutoriels. Et en fait, c'est les choses qui sont sur un sujet connexe. Et comme ça permet, quand j'ai lu mon explanation, je ne suis pas obligé d'aller rechercher dans les... qu'est-ce que je peux bien lire après? Directement en bas de page, j'ai les autres documents qui sont liés à cette thématique. Et en fait, typiquement, le builder, il permet de faire ces choses-là et de regarder dans le même dossier qu'est-ce que j'ai qui parle du même sujet et du coup, d'aller générer tout ça. Générer la date de mise à jour en fonction de la date de mise à jour de GitHub. Enfin voilà, ça build quelque chose qui est tout de suite propre et agréable pour se déplacer dedans. Mais je te donnerai la référence de l'outil. C'est un outil assez connu. Hein. J'ai plus en tête le nom. Peut-être que mes collègues le savent. Non, pas plus. Bon, désolé. On a le temps pour d'autres questions si vous voulez. Oui, au fond. Ah. Bonjour et merci. J'aurais aimé savoir si vous avez envisagé, voire expérimenté des outils d'IA pour générer de la documentation. On a testé également ça. Dans Notion, il y a on peut écrire de la doc effectivement comme ça. Moi, je l'ai utilisé notamment pour de la réécriture. Des fois, on écrit un paragraphe, on se dit les tournures sont pas bonnes, c'est pas très clair. Et du coup, on a utilisé de l'IA pour réécrire. Et en fait, souvent, effectivement, c'est plus clair. On peut même demander sur un bloc, tu me fais le même bloc en plus court, en plus long, et ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, on n'a pas continué dans cette voie-là, du moins pas avec Notion, mais effectivement, il y a des gens qui s'en servent pour écrire de la doc aussi. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous auriez des ressources en ligne, par exemple, pour trouver les templates que vous avez proposés à vos utilisateurs ou vous les avez créés from scratch? Non, non, de mémoire, je les ai créés comme ça en fonction de. J'ai regardé un peu. J'ai bien dû regarder sur Internet forcément quelques idées. J'ai regardé un peu nos documents, nous, un peu comment ils étaient structurés. Et puis après, bon, ça reste des templates vraiment, vraiment basiques. Hein. C'est pas. Enfin, on pourrait certainement en faire d'autres. Hein. D'ailleurs, au début, il y en avait un pour chaque type. Et maintenant, il y a deux catégories qui en ont deux parce qu'on s'est rendu compte que pour certains besoins particuliers, typiquement la documentation de nos sort parties. On doit avoir une quarantaine de sort parties différentes. Et en fait, si on veut avoir les bonnes infos, il faut faire un template. Et là, typiquement, c'est un template assez poussé où, par exemple, on va mettre un chapitre sur la sécurité, comment est-ce qu'on se connecte à telle API. Et comme ça, au moins, on est sûr d'avoir au moins ces infos-là. Si je demande à quelqu'un de faire un nouveau document sur une nouvelle sort partie, je suis sûr qu'il va me donner les infos minimum. Donc là, au moins, le template, là, effectivement, il est assez précis. Pour les autres templates, bon, ça reste assez basique. Hein. Il y a pas un how to guide, c'est quand même des étapes et tout. Mais même si c'est basique, c'est toujours plus facile qu'une feuille blanche. Hein. Même si on sait qu'un how to guide, ça va être étape 1, étape 2, étape 3, le fait de les avoir, tout de suite, ça aide le développeur. Justement, par rapport aux développeurs, ça s'intègre comment dans le quotidien? Est-ce que c'est, j'en sais rien, dans le sprint, il y a des tâches de documentation qui sont intégrées? Est-ce que c'est des phases où vous faites de la doc un peu en masse, sur, les features qui ont été produites récemment? Comment ça se passe, pour tout ça? Alors là, j'aurais tendance à dire que chaque équipe s'organise sur 60 personnes, forcément, on est répartis en pas mal d'équipes et chaque équipe s'organise un peu comme elle veut.
Après, on a des besoins spécifiques. Forcément, en étant dans le domaine bancaire, il y a de la réglementation et donc on est audité, on a des documents à fournir. Donc c'est un bon moyen de faire la doc. Et dans ces cas-là, quand on nous demande de fournir des docs, potentiellement, on en a une partie, on n'a pas tout. Donc ça nous oblige à en écrire. Après, les développeurs, voilà, c'est au fur et à mesure des besoins, quand ils ont fini leur dev, moi je sais que je préfère faire ma doc en même temps, mais bon, après c'est chacun qui voit. Il y a pas vraiment de process sur cette partie-là. Aujourd'hui, on n'en a pas ressenti le besoin, mais ce serait certainement intéressant. Merci pour le talk. Du coup, comment vous distinguez la documentation interne et la documentation externe? Tout est fait dans le même outil et vous avez un flag enfin, parce que tu en as parlé tout à l'heure, c'est un vrai sujet, des documentations que tu dois faire pour des auditeurs ou pour des clients même. Les développeurs, ils font tout au même endroit? Non, là, je vous ai pas parlé encore de la documentation publique. On a une documentation publique pour les gens qui veulent intégrer Alma. Cette documentation-là, on ne l'a pas migrée au format Dataxis. Il y a certainement un gros boulot à faire là-dessus aussi. Aujourd'hui, c'est une documentation qui, à mon avis, sera assez simple à migrer parce qu'elle est plutôt déjà bien découpée. Mais cette documentation-là, elle est faite sur README, donc elle est à part. Il faudrait qu'on la fasse de la même manière, mais après, toutes les autres docs, c'est que de la doc privée. Et on est un peu obligé parce que nos outils d'IA qui vont analyser la doc, il ne faut pas qu'ils puissent avoir accès à des docs qui sont privés et les rendre publics ou autres. Donc on fait attention à bien cloisonner quand même quels sont les docs publics, quels sont les docs privés. Pour autant, derrière, on va crawler les différentes docs pour avoir des réponses. Typiquement, on a fait différents bots et si c'est quelqu'un qui est côté Ops et qui a besoin d'une info justement sur comment installer tel plugin, il va aller crawler la doc publique grâce à l'IA. Et puis dans d'autres cas, on ira plutôt chercher la doc privée. Donc c'est plutôt cloisonné, mais effectivement, il faut qu'on réécrive cette doc aussi au format Dataxis pour les utilisateurs externes. Pour l'instant, on a fait ce travail-là qu'en interne. Donc, merci beaucoup en tout cas.